les balles. Je dis, moi, je suis prêt à faire un débat contradictoire avec le Premier ministre Irénée Koupaki et je réitère ma doléance encore ici. Parce que de tout temps, de 2006 jusqu'à son départ du gouvernement en 2013, août 2013, je crois, ça dit, il a été président du comité interministériel par rapport au véhicule d'occasion, président des commissions, il a signé plein d'agréments. Et chemin faisant, je vais vous donner quelques éclaircissements également. Il a bénéficié d'un rond de qui que ce soit dans cette affaire. Le seul cadeau que j'ai eu donc, dans cette histoire, en fin d'année, une fois, le groupe des Bérangins, ils m'ont apporté un emballage. Donc, j'ai déballé, j'ai vu que c'était, comment on appelle ça, l'horloge, les pendus qu'on fixe au mur, là, qui étaient dedans. Si vous allez aujourd'hui, là où il s'est resté, le ministère de l'économie maritime, immeuble, comment ils appellent ça même déjà, et vous allez voir accroché, s'ils n'ont pas encore levé, accroché derrière le ministre, ce réveil qui est là, je n'ai pas apporté. Donc, alors, c'est pourquoi je dis que l'État aussi est responsable. Pourquoi? Parce qu'il y avait une commission mixte. Et au niveau de cette commission mixte, il y avait un comité qui suivait les activités. Mais à un moment donné, cette commission ne fonctionnait plus. Si la commission-là fonctionnait, on pouvait savoir si l'activité est menée ou pas. Et toutes les fois, j'ai interpellé les acteurs. À ce niveau, je dis tous ceux qui avaient travaillé, y compris le ministre Koupaki, il s'est payé. Je suis le seul ministre à n'avoir rien perçu dans cette histoire. Il s'est payé, qu'est-ce que ça signifie? Je dis la commission. Oui. Il était membre de la commission. Il n'est pas seul. C'est tout le monde. Il y a le ministère des Finances, le ministère de l'Environnement, le ministère de l'économie maritime, les acteurs, les gestionnaires de parcs, c'est tout un monde. Donc, ce sont ces fonds-là. Mieux, il y a plus grave. À mon avènement, lorsque un jour, moi j'étais allé en conseil des ministres, où des ministres m'ont interpellé pour dire, ah, tu nous dois de l'argent. J'ai dit, je vous dois de l'argent pourquoi? On me dit, ah, suivi filière, on a travaillé, on n'a pas eu l'argent. Je dis, ah, monsieur le ministre, moi-même, je n'ai rien eu. Il n'y en a pas mieux encore actuellement dans le gouvernement de nouveau départ. Je n'ai jamais rien eu. Quand j'ai cherché à comprendre, on m'a dit les fonds sont logés au port autonome de Cotonou. Ah bon? Les fonds sont logés au port de Cotonou, ça c'est intéressant ça. Et ça, vous ne le savez pas? Ça, je ne le savais pas. Mais... Lorsqu'on me dit que les fonds sont logés au port de Cotonou, j'ai interpellé le port. Mais j'ai eu la surprise d'apprendre qu'il y a un certain Tibozo. Qui serait parti avec 450 millions. 450 millions. 450 millions. Donc, dites que c'est un lapsus que vous dites là. Parce que jusqu'à présent, depuis qu'on parle de la filière véhicule d'occasion, personne ne nous a informé de la disparition d'une telle somme d'argent d'un individu qui aurait gardé par lui cette faute somme d'argent. Oui, vous pouvez interpeller les ministres qui étaient membres du comité en ce moment, et je vous ai dit... Et le Tibozo est devenu quoi? On dit, il s'est évadé, on ne le trouve pas dans la nature. Mais moi, je ne veux pas croire à cette version-là. Mais alors, allons maintenant, vraiment, ça a dit au fond des problèmes. Lorsque vous prenez... Il nous reste que quelques minutes. Voilà, justement, c'est pourquoi je dis... Les téléspectateurs veulent savoir. C'est tout à fait. Je dis, lorsque vous prenez l'arrêté de 056, qui avait cours lorsque Bénin Contrôle était là, vous avez tous les acteurs qui opèrent aujourd'hui... Jusqu'à ce que moi je parte. C'est les mêmes acteurs qui ont continué à opérer sous le régime de l'arrêté 044. Et la plupart d'entre eux ont été agréés par la commission. Et le président de la commission, c'était le Premier ministre Koupaki. Donc, les agréments là. Donc, si ces sociétés-là ont fait, on dit, ils ont pris de l'argent sans avoir fait un travail. Donc, ça veut dire que donc, depuis 2010, où certains ont eu leur agrément, où le ministre Koupaki était alors le président c'est lui qui a signé même les agréments, ça veut dire que donc ceux-là ne faisaient rien. C'est ce que ça veut dire. Est-ce à dire que depuis 2010, 2015, où les gens travaillent là, ils n'avaient rien fait? Maintenant, les derniers qui sont rentrés dans le système, c'est-à-dire qu'ils ont épinglé compétents, où on dit il y a une société de BTP, une société de Fiti, tout ça là. Vous savez, moi je dis il faut qu'on soit honnête et qu'on dise la vérité au peuple béninois. Ces deux sociétés, quelqu'un qui veut faire du faux, est-ce qu'il peut aller en retrait son contrat? Moi, je n'étais pas là. Ouais, c'est pour ça que je dis, et le fait même de dire qu'on a limité le rapport à l'audit à mars 2012 à 2016, je dis c'est suspect. Parce qu'il dit non, que depuis 2009, l'argent passait par où? On a qu'à interpeller le président du comité. Mieux. Mais ce que moi je peux vous dire, sous le régime de Bénin Contrôle, par exemple, avec le point que moi j'ai, nous avons au niveau donc de compétents, les fonds qui ont été collectés, là c'est en ordre de grandeur que je vais vous donner. Vous avez par exemple, pour les, voilà, sécurité transfert, d'abord écotaxe, vous avez quelque chose donc, plus de 70 millions. Vous avez sécurité transfert,
quelque chose de près environ 178 millions. Sécurisation des parcs corridors et transferts, plus de 2 milliards. Suivi filière, plus de 100 millions. Aménagement, entretien, salubrité, voies, près de 400 millions. Mais tout ça a été perçu par Béné Contrôle. Tout ça a été perçu par Béné Contrôle, dont le président du conseil d'administration entend, dans un passé, dans une autre vie, s'appelait Patrice Talon. Mais qu'est-ce qu'on a fait en ce moment avec ces milliards-là? Alors que c'est encore avec Béné Contrôle que sécurisation par corridor et transfert est arrivé. Cela ne figurait sur aucun arrêté par le passé. Donc, ça avec Béné Contrôle que cela est arrivé. Qu'est-ce qu'on a fait avec? On va me dire qu'on a signé des contrats avec des militaires, des policiers pour surveiller les véhicules. Mais je sais combien on a dépensé. Aménagement, entretien, salubrité. Béné Contrôle avait perçu ça. Et qu'est-ce qu'ils ont fait avec ça? Est-ce qu'on se comprend? Donc, c'est la période où Béné Contrôle a opéré ça. Après ça. On dit que derrière ce rapport se cacheraient d'autres intentions? Oh oui. Moi, je suis venu ici, vous savez. Très bien. Mais les gens m'ont dit, mais qu'est-ce que c'est mon problème? Puisque mon nom n'a été cité nulle part. Pourquoi j'ai du manchade? D'abord, je suis citoyen béninois. Et j'ai droit à la parole. J'ai été ministre de l'économie maritime. Donc, quelque part. Non, certains disent que vous craignez que votre nom sorte. Mon nom ne sortira nulle part. Les gens ne connaissent pas qui on appelle Djenontin. Ma grande attente est qu'on constitue réellement les responsabilités. Et qu'au lieu de se limiter à mars, on a qu'à aller simplement même en janvier, tout près. De 2012 à 2013, c'est à la primature que la commission interministérielle se réunissait sous la présidence du ministre Irénée Pascal Koupaki. À ces réunions participaient parfois messieurs Talon, Bokor, Kotigan, Adjovi et autres cadres du groupe Talon. Les secrétaires généraux dans tous les ministères sont les personnes responsables des marchés publics. Je n'ai jamais été non plus membre de la commission intrant. Je n'ai pas été dans l'opérationnel du ministère de l'Agriculture, non point dans le dossier coton. Par conséquent, je ne saurais effectuer des substitutions d'adjudicataires. Monsieur le Président Djenontin, président de la commission interministérielle du coton, ne met pas de fonds à la disposition des fournisseurs. Le président du comité chargé de suivi des flux physiques et financiers des campagnes cotonnières est le directeur du cabinet du ministère de l'économie et des finances. Je n'ai à aucun moment bénéficié d'un copec du coton, ni en termes de primes ou d'indemnités, ni en termes de pouvoir. La lutte contre la corruption, je crois que ça fait l'objet de promesses de tous les présidents qui se sont suicidés à la tête de cette nation. Et personne ne peut être contre la lutte contre la corruption. Vous voyez, je ne veux même pas parler comme les gens le disent, pour dire oui, il y a une lutte sélective et au-delà. Le dit même là, c'est un peu comme pour dire pourquoi on aide les autres et on s'en prend à nous. Moi, je ne suis même pas dans ce schéma, dans ce tableau-là. Parce qu'ils le savent, même le chef de l'État sait. Il connaît mon intégrité. Donc, je ne suis pas quelqu'un qu'il faut mélanger même à ce genre de choses. Parce que, figurez-vous, ce dossier a été évoqué pour la première fois en Conseil des ministres en juin 2017. Et après mes sorties, vous voyez qu'on a arrangé ça rapidement. Parce que ça dit qu'en tant que président du comité interministériel, alors que des gens m'ont précédé dans ce doigt, encore que je ne suis pas l'opérationnel, pendant qu'on parle du coton, on laisse les ministres. Et on parle. Donc, je ne vois même pas. Justement, ce que j'allais vous demander, Edouard Loko, M. Djenontin fait partie des 3 députés qui ont déjà perdu leur immunité. Il y a 2 autres qui sont sur la liste. On le sait. En prélude à la levée de l'immunité, il y a toujours une commission parlementaire qui est constituée, qui analyse le dossier. Et très rapidement, que conclut cette commission? Il se dégage, en l'état actuel du dossier, on parle de M. Djenontin, qu'aucune charge ne peut être retenue à l'encontre de l'intéressé. Chef d'infraction de détournement de deniers publics, de corruption, d'abus de pouvoir et de fonction, de délit d'initié prévu et puni par la loi. Cette commission conclut qu'il n'y a pas d'éléments concrets probants, qu'il n'y a pas de faisceau d'éléments concrets et probants pour mettre en accusation M. Djenontin. Et pourtant, la majorité a insisté et a voulu absolument
absolument la levée de cette immunité. Est-ce que ça n'apporte pas de l'eau au moulin de ceux qui pensent effectivement que le président instrumentalise la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite? Merci beaucoup. Moi, je suis sûr que mon grand frère Djennou est un homme honnête et un honnête homme. Oui, cher ami, effectivement, ça fait 2 ans que mon immunité parlementaire a été levée par l'Assemblée nationale du Bénin. Et c'est une première dans l'histoire démocratique du Bénin. Vous me demandez de revenir sur les faits. Mais avant de revenir sur les faits, il me plaît quand même de dire un mot sur la situation politique et économique actuelle de notre pays. Figurez-vous, le Bénin a amorcé depuis 1990 une expérience démocratique et qui est saluée de tout le monde à travers le monde entier. Malheureusement, un groupe mafieux a profité de l'humanisme du régime Yahi pour parvenir au sommet de l'État par le truchement de la grande corruption, des alliances maléfiques, diaboliques et des envoûtements de masse. Une fois en place, il développe un gangstérisme d'État. Notre nation, le Bénin, est totalement fracturée. L'unité nationale est mise à mal. L'administration publique est déstructurée. L'école est abandonnée. Les hôpitaux sont délaissés. La justice, la magistrature et les institutions de l'État sont totalement vassalisées et mises sous contrôle. L'armée, la gendarmerie, la police sont pratiquement dénationalisées et détournées de leur rôle républicain. La parole de l'autorité ne fait plus foi. Toutes les promesses n'ont jamais été tenues, en commençant d'abord par la récupération dès le premier conseil des ministres des fonds liés à la condamnation de l'État dans le dossier opposant M. Patrice Talon à travers sa société Bénin Contrôle et l'État, la condamnation prononcée par la CCJA. Donc, rapidement, au premier conseil, on a profité pour ramasser les millions, les milliards, j'allais dire, alors qu'on avait promis aux partenaires politiques qu'on n'allait pas toucher à ces sous. La lutte contre la corruption, et c'est dans ce cadre que mon immunité a été levée il y a 2 ans, le 24 juillet plus précisément. Ce n'est que de la chimère. Ce n'est que de la chimère parce que tous ceux qui ont été persécutés sous ce régime, sous le fallacieux prétexte de lutte contre la corruption, vous aurez dû constater que c'est ceux qui ne sont pas prêts à se rendre. C'est ceux qui ne sont pas prêts à se laisser emporter par cette vague de mafieux. C'est ceux qui n'ont pas accepté de se soumettre. Et je vous donne quelques exemples très simples. Et vous allez mieux comprendre la situation. Je prends le dossier Ségub, qui a fait grand bruit en son temps. Les gens l'ont surnommé Ségub Gate. C'était le premier audit fait par ce régime. Le principal acteur qui était recherché, c'était Djennou Ngosso Valentin. Parce que j'ai été ministre de l'économie maritime et c'était sous moi que le PBI a été suspendu. Étant donné que dans ce secteur, il y a la filière véhicule d'occasion qui était une vache à traire à la plupart des ministres qui sont passés, à la plupart des ministres des gouvernements successifs depuis Kérékou, avec la commission interministérielle de suivi filière véhicule, on pensait qu'on allait me retrouver. Dieu est grand parce que je suis son fils. Je n'ai même jamais bénéficié des primes qui sont des primes réglementaires. Je suis le seul ministre de l'économie maritime à n'avoir pas eu un rond. Alors, ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé, ils ont fait beaucoup de communication.
j'ai fait quelques sorties et puis ce dossier a été enterré. Mais ce dossier a été définitivement enterré parce que la plupart de ceux qui étaient directement mis en cause et qui ont eu même à verser des cautions pour être en liberté ont tous couru pour rejoindre la mouvance présidentielle. Et ce dossier a été enterré. Le dossier qui a fait grand bruit, pour lequel j'ai été persécuté et mon immunité dont vous parlez a été levée le 24 juillet 2018, c'était un dossier inventé de toutes pièces qu'on a baptisé dossier coton. Et vous savez, je n'avais jamais été par le passé ministre de l'Agriculture. J'ai été certes président d'un comité qu'on appelle comité interministériel coton, après plusieurs collègues ministres. Mais ce comité n'a aucune fonction fonctionnelle, n'a aucun rôle fonctionnel à jouer dans le développement ou la commercialisation du coton. Le ministère de l'Agriculture reste totalement responsable de cette filière. On était là juste pour des conseils, pour appuyer. Ce comité que j'ai présidé n'a même jamais bénéficié d'une prime. Je n'ai jamais été associé ni au dépouillement, ni au marché à quoi que ce soit. C'est vrai. Tout passe par le Conseil des ministres. Nous, on jette d'abord un coup d'œil. Et s'il y a des documents, c'est le Conseil des ministres qui autorise. Donc, ce sont des actes du gouvernement. Mais parce qu'on n'a pas pu avoir des notaires au ministère de l'économie maritime, on n'a pas pu avoir des notaires au ministère de la justice, parce qu'on n'a pas pu avoir des notaires au ministère de la culture, à travers les fonds d'aide à la culture, il faudrait coûte que coûte trouver quelque chose à lui coller parce que c'est lui qui mène l'opposition parlementaire à l'Assemblée nationale. Donc c'est ainsi que, à la suite d'un conseil des ministres, ce dossier était sorti. Mon nom n'était même pas dans le relevé du conseil des ministres. Mais abondamment, on a relayé mon nom, le nom du ministre Komi, le nom de Fatouma, un certain nombre de personnes dans la presse. Mais ce dossier, déjà, j'ai pu vous dire que ça a été encore enterré. Ça a été enterré simplement parce que les principaux acteurs du ministère de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche, qui étaient directement mis en cause par le relevé du Conseil des ministres, ont connu sous le même régime des promotions d'anciens directeurs, d'anciens secrétaires généraux du ministère ont connu des promotions qui pourraient être nommés dans des agences, qui pourraient être nommés directeurs adjoints de cabinet, qui pourraient être nommés ci et ça. Alors, chemin faisant, le reste, ils ont rejoint la mouvance. Et n'oubliez pas également que on a pris beaucoup de cadres d'anciens directeurs de société du ministère de l'Agriculture qu'on a jetés en prison. Ils ont passé pratiquement 2 ans en prison et sans jugement, lorsque le contrat a été fait et qu'ils ont accepté désormais se taire ou rejoindre la mouvance présidentielle, ils ont été libérés sans jugement. C'est une nuit seulement, le régisseur est allé les voir pour leur dire « Demain, vous allez sortir ». Je me demande même si le procureur était même informé. Chers amis, vous voyez donc comment ce dossier a commencé à finir en queue de poisson. Avec la libération des cadres qui avaient été jetés en prison dans le cadre de ce dossier de coton. Mais avant de poursuivre, je crois qu'il serait bien pour que vous appréciez la qualité de ce dossier et que l'opinion également comprenne ce qui s'est passé. Il serait intéressant que je vous fasse rapidement la chronologie des faits. La chronologie des faits parce que c'est tellement important dans la compréhension de ce montage contre l'opposition. Je vais vous dire également quelques mots par rapport aux coulisses. Figurez-vous, le premier échec à la tentative de révision de la Constitution du 11 décembre 1990, c'était le 4 avril 2017. 4 avril 2017, les députés de l'opposition ont fait échec à la révision de la Constitution parce que après tout ce que nous avons fait, les consultations que nous avons faites, nous sommes allés sur le terrain, interroger les militants, tout ça, le peuple béninois était contre. Le peuple béninois était contre et c'est à l'issue donc de l'échec de ce vote que le président s'est rangé pour se dire que désormais il a à l'Assemblée 2 groupes, un groupe qui le soutient et un groupe qui le combat. Et tout est parti de là. Tout est parti de là et
c'est ainsi que 2 mois après l'échec de la révision de la Constitution, et plus précisément le 28 juin 2017, le Conseil des ministres a connu d'un prétendu audit sur la gestion de la filière coton, plus précisément les campagnes 2013, 2014, 2014, 2015, 2015, 2016. Et après donc ce compte rendu, les journaux ont pris du travail. Voilà, c'est ma photo avec la photo de Komi Kounché, la photo de ministre Fatouma, qu'on relaie abondamment dans la presse, comme quoi nous avons détourné des milliards, même si dans le prétendu audit, on parle de manque à gagner. Et nous avons été indexés comme des bandits de la République, des voleurs de la République dans le dossier coton. J'ai fait des sorties, j'ai même fait des débats contradictoires avec certains cadres désignés même par la direction de la communication de la présidence de la République. Tout le monde a compris que c'était vraiment un montage. Donc le gouvernement même s'est rangé. Et ce dossier, ça a été caché un peu. Donc nous en étions là quand subitement le 8 février 2018, donc la veille du congrès constitutif du parti Force pour un Bénin émergent à Parakou, il y a eu la lettre de saisine du procureur général près la cour d'appel de Cotonou. Donc vous aurez dû constater que entre juin 2017 et février 2018, il s'est écoulé pratiquement près de 7 mois. Parce qu'il n'y avait rien après mes sorties. Donc c'est ainsi que, sentant la vivacité, la relève du FCBE qu'on croyait parti mort, on a instruit le procureur général et pour saisir le président de l'Assemblée nationale et pour la levée de mon immunité. Cette demande ne concerne pas que moi. Il y avait également Laurent Bakou Idrissou, qui fut DG Sonapra, et il y avait également Mohamed Atao Renoko, dans le cadre de son dossier de produits pharmaceutiques, parce qu'on voulait coûte que coûte lui arracher ce secteur-là. Alors, donc le 8 février, comme je le disais, par une lettre, le procureur général a saisi le président de l'Assemblée nationale au fin donc, de notre poursuite et de la levée de notre immunité parlementaire. Vous voyez bien, donc c'est pourquoi je dis que c'est important de faire la chronologie. Donc les 10 et 11 février 2018, s'est tenu le congrès constitutif du parti FCBE à Parakou. Ça a drainé un monde gigantesque, un monde fou, ça a fait peur à tout le monde. Le gouvernement a compris qu'il n'a aucune popularité. Et c'est suite à ça que j'ai été élu secrétaire exécutif national de ce grand parti. Et comme on dit souvent en fond, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'étais déjà si virulent contre le régime, contre la gouvernance en place. Maintenant qu'on me met ce chapeau de secrétaire exécutif d'un de grand parti de l'opposition, le gouvernement venir le feu s'est empressé pour acter les choses. C'est ainsi que, après donc, notre congrès de février, le 7 mai 2018, le président de l'Assemblée nationale, maître Adrien Humbedi, a créé une commission spéciale. Encore que, lorsque le président de l'Assemblée nationale a reçu la lettre du président du procureur général de la cour d'appel, il aurait pu classer ça. Parce qu'entre-temps, la cour constitutionnelle a été saisie de ce dossier. Et la cour constitutionnelle a dit que c'est contraire à la Constitution. Parce qu'il n'y a pas de contradictoire. Nous qui sommes indexés n'avons même pas été écoutés par le cabinet d'audit. Le cabinet d'audit qui a toujours travaillé avec les sociétés de talent, donc le montage était tellement évident. Du moment où la Cour constitutionnelle a dit que c'est contraire à la Constitution, le président de l'Assemblée nationale n'a rien d'autre à faire que de classer ça. Mais comme lui-même il était à la solde du gouvernement du président Talon, bon, il a créé la commission. Donc la commission s'est mise à travailler. C'est ainsi que les 16 et 17 mai 2018, nous avons été convoqués pour être auditionnés par la commission. Et je voudrais souligner un fait important. Vous savez, depuis 2017, juin 2017, où on agitait ce dossier, je n'ai jamais su ce qu'on me reprochait réellement. Jamais. Parce que personne ne me l'a dit. Même tous les déballages à la radio, à la télévision, on dit que oui, ils ont volé. Donc c'est le jour-là que sur place, le président de la commission m'a donné copie
de la lettre du procureur général. Elle m'a demandé donc de me retirer pour prendre connaissance de ça pendant quelques 5 minutes et de revenir pour répondre à leur question. Comment ça? Je viens de prendre acte de connaissance de ça. Et c'est même écrit sur le document à consulter sur place. Donc ce que je dis, c'est des choses dont je peux apporter des preuves. À consulter sur place. Donc je me suis retiré, j'ai vu qu'on dit oui, on a livré des quantités insuffisantes, la qualité de coton n'est pas la qualité des engrais n'est pas bonne, on a payé des prix des fournisseurs alors qu'ils n'ont pas livré. Qu'est-ce qui fait mon problème dans tout ça là? Je ne suis pas acteur du ministère de l'Agriculture, je ne suis pas cadre du ministère des Finances, et je ne suis pas directeur de l'UNRAP. Qu'est-ce qui fait mon problème? Vous voyez, donc c'est des trucs farfelus. Donc j'ai répondu. Après donc cette audition en mai 2018, il s'est installé également encore un silence. Un silence jusqu'à la révision, la deuxième tentative de révision de la Constitution, le 5 juillet 2018. Mai, juillet. Alors, à cette deuxième tentative, nous avons fait encore échec à la révision de la Constitution. Mais il faudrait que je vous fasse part quand même des coulisses de cette révision et pourquoi après ça qu'on a levé mon immunité. C'est qu'à un moment donné, le régime, le gouvernement, en complicité avec le bureau de l'Assemblée nationale, particulièrement le maître Adrien Mbouedi, ils ont voulu nous instrumentaliser. Ils ont voulu nous intimider pour que nous puissions accompagner la révision de la Constitution afin pour qu'on laisse tomber la levée de notre immunité et qu'on nous donne quelques millions pour nous faire taire. Alors, ils sont mal tombés. C'est ainsi que toute l'opposition parlementaire, et je profite de l'occasion pour leur dire un grand merci, je leur suis vraiment reconnaissant, et ils ont fait bloc derrière nous pour dire on ne cède pas. Il y a eu tellement de négociations, tellement de tractations. On est allé voir les gens individuellement dans leur maison, on est allé voir les gens ensemble, tout ça là. Donc nous avons fait bloc. Mais sur le terrain, il n'y avait que moi et Idriss Bakou. On se voit tout le temps l'échange. Alors, la pression était si forte que vraiment, mais on dit on tient bon. On informait au fur et à mesure les présidents de nos différents groupes parlementaires. Attao était déjà en prison parce qu'on l'avait déjà arrêté, on l'a giflé, on l'a tapé au tribunal, on l'a déclaré fou et puis il était en prison. Donc, à la veille de la révision donc, de la Constitution, donc le 4 juin 2018, certains collègues m'ont dit que Attao voulait me voir et que c'est à moi, personnellement, qui tenait à remettre sa procuration. Je m'étais rendu donc à la prison civile de Cotonou. J'étais accompagné d'un collègue dont je tais le nom pour lui éviter des représailles. Alors, je m'étais rendu là-bas, on a échangé tout ça. Et il me dit, oui, bon, je vais remettre ça, mais j'attends encore l'honorable Salé. Bon, d'abord, avant de faire ci, avant de faire ça, je dis, écoute, si tu n'es pas prêt, laisse-moi partir. Et si tu es prêt, tu donnes ça à ton frère. Et c'est tard la nuit que j'ai appris, et avec les collègues, qu'en réalité, il avait déjà délivré sa procuration à la mouvance présidentielle. Et le jour du vote, effectivement, c'est un membre de PRD qui avait voté en lieu et place de l'honorable Attao Renko, qui est quand même de l'opposition parlementaire. Et voilà. Donc, je vous disais tantôt, nous avons été démarchés, tout le monde nous voyait, on nous appelait les plus décidés, les plus zélés à l'Assemblée en ce moment par rapport à ce dossier, c'est les honorables Abimbola, Okulola, Amawebla et beaucoup d'autres. Hein. Vous voyez, donc tout le monde nous démarchait. Tu sors dans la cour, tu n'as pas la paix. Tu vas dans ton bureau, tu n'as pas la paix. Partout, on te pourchasse. Voilà. Avec des promesses d'argent, tout. Donc, nous n'avons pas tenu, nous avons refusé, nous avons tenu bon. Jusqu'à ce que le jour même du vote, et le ministre de la Justice, et en ce moment, Kenom, Séverin, je crois, qui est toujours là, est allé même rencontrer tous les députés de l'opposition pour nous supplier, pour dire oui, voilà, fais ceci, bref, on a été catégorique. Nous lui avons dit ce que nous pensions, donc on a refusé. Mais personnellement, j'ai été approché par le président Idi Kolaole. Le président Idi Kolaole qui m'a dit que tous les présidents veulent me rencontrer, tous les anciens présidents et celui qui est en exercice, c'est-à-dire le président Amoussoum, Bruno, le président Idi lui-même, Nango, et Mbouedi qui veulent me rencontrer personnellement. Ce que j'ai accepté. Mais en réalité, ça tournait autour de quoi? Il faut que j'accepte. Après, j'ai été reçu également par le président Amoussoum Bruno dans sa maison qui est en face de l'évêché. On a échangé longuement. Il m'expliquait que oui,
bon, vous voyez, on a tout le temps fait des votes, on a fait ceci, fait ça. Bref, finalement, j'ai compris que on voulait juste m'instrumentaliser, on veut juste que j'accepte participer à la révision. Et on me demande même de travailler mes collègues députés afin qu'ils acceptent. Et voilà, ainsi on peut laisser tomber, on peut voir comment on va voir le président pour laisser tomber la levée de mon immunité et autres. Et on me demandait de demander tout ce que je veux et qu'on va me donner ça. Tout ce que je veux et qu'on va me donner ça. Mais qu'est-ce que moi je vais faire avec l'argent pendant que le peuple est en train de souffrir dans la misère? On est en train de mépriser le peuple, on est en train de détruire le peuple, on est en train de tuer le peuple, on est en train d'assassiner le peuple. Vraiment, j'ai refusé. J'ai été clair. Après ça, ils ont demandé également à rencontrer une délégation. Donc une délégation s'est rendue également chez le président Moussa Bruno. Et Moussa Bruno entouré des autres présidents. Et le même débat a eu lieu. Les collègues sont venus, ils nous ont rendu compte à l'opposition parlementaire. Ils ont été clairs. Et le jour-là, j'ai compris que certains collègues ont commencé par prendre pitié de moi pour dire, bon, au juge, bon, vraiment, est-ce qu'il ne faut pas se dire pour qu'on finisse avec ce dossier? Et je les ai mis en garde. Je dis que personne n'aille faire une négociation en mon nom, tout peut-être qu'on veut me sauver. Laissez-moi, je suis prêt à assumer. J'assume. Je n'ai rien fait. Ils savent tous, tout le monde sait que je n'ai rien fait. Les collègues qui sont députés aujourd'hui, ils étaient ministres avec moi au gouvernement. Qui d'entre eux peut oser me dire que Daïk Continental est impliqué dans un dossier? Ils savent. Donc je dis, ce n'est pas la peine. Je dis, si jamais quelqu'un va faire des négociations pour dire qu'il veut me défendre, la terre va s'ouvrir, ils seront avalés par la terre. J'ai été catégorique. Vous pouvez, ceux qui veulent peuvent demander encore aux collègues députés. J'ai refusé. J'ai refusé. Vous voyez, et c'est comme ça que les choses ont continué. Et puis, voilà, cet ancien président, donc comme je le disais, après avoir rencontré donc, les députés par rapport à ça, ils ont constaté qu'on était imperméables, que je les ai mis en garde. Mais il y a quelque chose qu'il faut souligner. C'est le moment même de remercier ma famille parce qu'il m'a soutenu. Parce qu'à un moment donné, la pression était si forte que je me suis dit, cette affaire-là, où je dis oui, j'ai la paix, mais je maintiens le nom et je serai toujours persécuté. J'ai même consulté ma famille pour dire, voilà la situation, je n'ai aucune envie de dire oui. Est-ce que vous serez prêt à me prendre en charge si jamais je vais en prison? Et ma famille dit, nous voulons que tu laves ton honneur, que tu gardes ton honneur. N'accepte jamais ça. Je les remercie. Que le Seigneur les bénisse. Parce que la Bible nous dit que la bonne renommée vaut mieux que l'or et l'argent. Donc c'est ainsi que, face au soutien de la famille, j'ai pu tenir bon. Mais vous allez constater que le jour de la révision de la Constitution, il s'est passé quelque chose. Et c'est le moment d'expliquer à l'opinion ce qui s'est réellement passé. Je ne dévoile aucun secret. Et le jour-là, les gens auraient constaté que, je l'ai dit, Attawa était déjà en prison. Donc il n'y avait que moi et l'honorable Bako, c'est nous qui étions en liberté, qui pouvions agir le jour-là. Et Attawa a donné sa procuration à, comment vous appelez ça, à la mouvance. Donc si nous deux, Bako et moi, nous basculons du côté de la mouvance, la révision passe par voie parlementaire. Donc la pression était si forte avec l'honorable Bako, qui est mon frère, on échange tout le temps, où lui-même s'est confié à moi pour dire vraiment, avec sa famille, il ne peut plus tenir, vraiment de lui permettre de dire oui. Et on a fait la réunion, le matin, là même, dans le bureau de notre président Yaya Garba, où il nous a confié qu'effectivement, vraiment, il faut qu'on l'autorise à voter pour parce qu'il ne pouvait plus tenir. Et ainsi, on a envoyé les deux présidents Garba, eux, à Tchadé, qui sont allés voir Moussou. Ils ont échangé avec lui pour, mais vraiment, pourquoi vous voulez nous contraindre à faire ce que nous ne voulons pas faire? Bon, bref, après les négociations, il a été décidé que Bako vote pour, comme il ne peut plus tenir. Donc c'est ça qui a fait que le jour-là, Bako, lors du premier vote, c'est-à-dire le vote de la recevabilité du principe de révision de la Constitution, Bako a voté pour. Et ça a été l'émoi général dans l'opinion. Personne ne comprenait rien. Il a dit, ah c'est quoi? Tcho, Bako, malgré tout ça, là, il a basculé dans la mouvance. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'en pouvait plus, le pauvre. Il n'en pouvait plus. Parce qu'il fallait être à notre place pour savoir ce que nous avons vécu. Alors je ne lui en voulais pas sous mesure. Bon, parce qu'il n'a pas eu le soutien de sa famille comme moi je l'ai eu. Alors, donc, c'est ainsi qu'il a voté. Mais malgré son vote, ils n'ont pas pu obtenir les 3 quarts, les 63, pour que non, avec son vote, justement, ils ont pu avoir le nom qu'il faut, les 3 quarts, pour que le dossier soit accepté. Donc, le dossier a été accepté, le principe de révision a été acté. Donc, on peut aller au vote maintenant. Mais si moi, je ne me décide pas, ou bien si nos députés de l'opposition ne se décident pas, ils ne peuvent pas avoir le nom qu'il fallait pour réviser par voie parlementaire la révision. Donc, il y a eu suspension
Et les négociations ont repris encore. Donc, ils sont venus chercher encore des gens parmi nous qui ont été fermes. C'est le lieu également de leur dire merci, de leur tirer chapeau. Donc, chez moi, c'est fini, on ne peut plus m'approcher. Donc là, une autre délégation est retournée voir encore le président Moussou pour dire, bon, maintenant que Bako a voté avec vous, et pourtant, si on prend le nom que vous êtes aujourd'hui, et si quelqu'un d'autre ne s'ajuste pas, ça ne pourra pas passer. La coalition est venue nous rendre compte pour dire qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'il ne faut pas carrément voter cette affaire pour dans le niet, on ne vote pas. On ne vote pas parce que le peuple ne veut pas. Donc, c'est ainsi que on s'est demandé si qu'est-ce que le Laurent Bako allait faire. Le président Mousson a dit, bon, même s'il votait, ça ne n'aura rien. Parce que vous n'avez pas accepté de nous accompagner. Bon, donc il n'a qu'à voter avec son groupe parlementaire. C'est ça qui a fait que, au deuxième tour, le Laurent Bako a voté avec l'opposition. Et là, la confusion devenait encore totale, les gens n'ont rien compris. Donc, c'est ce qui s'était passé le jour-là. La pression était forte que lui a dû prendre sur lui de voter et d'accompagner le gouvernement dans le premier vote. Voilà. Donc, ce deuxième échec à la révision de la Constitution a ravivé la colère du président Talon, qui a saisi à nouveau le président Mbéji pour accélérer la procédure de levée de notre immunité parlementaire afin que nous soyons jugés. Et voilà. Vous voyez, donc, rappelez-vous que c'est lors de ce vote, en plénière, la deuxième révision de la Constitution, que j'ai dévoilé le grand piège, le complot monstrueux contre la nation, à savoir la tacite de reconduction du mandat de Patrice Talon, le président Patrice Talon, en 2021, sans élection, pour se retrouver en 2026 avec les élections groupées. Parce que on a mis dans la Constitution, qui devrait être le projet de Constitution de ce moment-là, que les élections législatives auront lieu en 2019 et les députés vont avoir un mandat de 7 ans en vue des élections groupées en 2026. Mais il y a d'abord un principe qui a été posé que désormais, il ne peut plus avoir élection présidentielle sans élection législative. Et élection législative sans élection présidentielle. Autrement dit, si on fait le vote de 2019 pour élire les députés, il n'y aura plus aucune élection avant 2026. Ça veut dire qu'en 2021, il n'y aura pas d'élection. Et quand on va se raviver, on va dire non, mais c'est dans la Constitution. Donc, Patrice Talon, sachant même qu'il était impopulaire et sachant encore la méchanceté dont il veut faire preuve vis-à-vis du peuple par la suite, il a déjà tout calculé. Donc, c'est des gens qui ont un plan bien élaboré. Hein, donc c'est pas... Et la chronologie que je vous donne, ça vous permet de comprendre que ce n'est pas des faits du hasard. C'est des gens qui ont bien planifié leur affaire et qui sont là, ils sont venus pour faire le mal et ils ont pris les mesures en conséquence. Donc, quand j'ai dévoilé ça, mais franchement, le cœur même du système a été ébranlé. Parce que les gens ne pouvaient pas comprendre que je puisse, avec la rapidité avec laquelle j'ai introduit le document qui n'a pas été vu par personne, c'est quelques jours qu'on a vu seulement, que je puisse percer ce mystère. C'est pratiquement un mystère. Que j'ai pu percer ce mystère. Alors, donc cette révélation a surpris, même les concepteurs, à ébranler le système. Et qu'est-ce qui s'est passé? Rapidement, une concertation a eu lieu autour du président Talon. Les grands du régime tels que les Orden Aladatin, les Djobbenou, les Kudom, tout ça, autour du président. Et c'est là où Orden leur dit, mais écoutez, non seulement il faut lever l'immunité de Djenotin, mais il faut également en même temps tout faire pour l'empêcher de revenir à l'Assemblée nationale en 2019. Parce qu'on ne sait pas par quelle alchimie ce monsieur arrive toujours à déceler les pièges que nous mettons dans les textes que nous amenons à l'Assemblée nationale. Donc tant qu'il sera à l'Assemblée, on n'aura jamais la paix. Donc c'est depuis ce jour-là que mon non-retour à l'Assemblée en 2019 a été acté. Et c'est là aussi qu'ils ont commencé par réfléchir en même temps pour voir qu'est-ce qu'il faut faire pour empêcher l'opposition parlementaire de revenir. Donc, vous aurez constaté que c'est après ce rejet-là que le 30 août 2018, le code électoral a été voté avec toutes les imperfections que nous avions dénoncées en vain. Contre ceux qui racontent que l'opposition a accepté, aucune opposition n'avait accepté ça. On a tous refusé. Donc, on avait refusé, ils ont mis tout ça là-dedans. Et malgré tout ça, comme toujours, le crime n'est jamais parfait, ils ont fait pour que l'opposition soit mise hors course. Ils ont oublié un aspect. Et cet aspect a été rattrapé par Djobbenou, par un arrêt, et que vous vous rappelez bien, cette affaire donc, de certificat de non-conformité. Si c'était aujourd'hui, ils auraient dû recourir encore rapidement, sous 48 heures, à l'Assemblée nationale, pour voter une loi complétive et interprétative pour mettre
pour ajouter ce certificat de conformité. Mais ils n'ont pas encore eu cette intelligence en ce moment-là. Donc c'est ainsi que ils ont ce dossier-là donc a évolué. Et voilà, nous en sommes là. Quand finalement le jour fatidique est arrivé. Donc quand tout ça s'est passé, le 20 juillet 2018, la conférence des présidents a inscrit à l'ordre du jour la plénière du 24, à l'ordre du jour de la plénière du 24 juillet 2018, donc il y a 2 ans alors, la levée de notre immunité. Parce que je vous ai déjà dit que la commission a été relancée, parce que des mois après, la commission n'a pas déposé son rapport. La commission a été relancée pour pouvoir déposer le rapport. Ça a été déposé. Et le 20 juillet, c'est décidé qu'en plénière, et cette plénière même, c'était pour étudier autre chose. C'est-à-dire le truc là n'était pas le premier point. La levée d'immunité n'était pas le premier point. Moi, je savais qu'en réalité, c'est la levée d'immunité, parce qu'on est resté là jusqu'à la nuit. Je savais que c'était ça. Bref, donc le jour là, effectivement, mon immunité parlementaire a été levée. L'immunité parlementaire de Laurent Bako Idrissou a été levée. L'immunité de Attao aussi a été levée curieusement. Lui qui a couru, qui a donné son, comment vous appelez ça, sa procuration à la mouvance, ils ont levé ça. Et nous avons même interviewé certains pour dire, mais vous n'êtes pas sérieux quand on a levé ça. Ils ont dit, ah, c'est quoi, ça fait son problème, hein. Et même s'il a accepté de retenir la mouvance, ça n'enlève rien à ce que on voulait lui faire. Donc, et voilà. Vous voyez la méchanceté de ces gens-là. Ils ont fait. Alors, après ça, les choses sont allées très très vite. Parce que moi, en tant qu'ancien ministre, après la levée de l'immunité, il faudrait maintenant l'autorisation de poursuite. Donc, rapidement, ils se sont réunis. Et pour maintenant passer encore au vote de l'autorisation de poursuite. Et dans ce cadre-là, finalement, sont concernés les anciens ministres. Et comme ancien ministre, il y avait moi, James Tambosou Valentin, il y avait le ministre Fatouma Amadou Djibril, il y avait le ministre Kodjo Simplice, et le ministre Yaya Aboubaka dans le cadre des dossiers de concours frauduleux, et il y avait le ministre Komi Kounti. Mais, ouais, c'est terrible quoi. Vous voyez, en juin 2017, lorsqu'il avait fait le conseil des ministres par rapport au coton, ceux qui avaient été cités, je vous avais dit qu'il y avait ma photo, la photo du ministre Komi, la photo de Amadou Djibril, qui était tout le temps dans les journaux. Donc, chemin faisant, on a laissé tomber le ministre Komi Kounti parce qu'ils ont vu que ce dossier ne va pas prospérer. Ça ne va pas prospérer et on a demandé aux députés de faire du folklore le jour-là et pour le ministre Komi Kounti, et ils ont voté pour que lui, il ne soit pas poursuivi. Parce que ils savent très bien qu'il y a d'autres dossiers qui sont derrière. C'est comme ça que le dossier de fonds de microfinance est venu. On a commencé à agiter ça. On a lancé des mandats d'arrêt contre lui. Il a été arrêté, il a été jugé. Et la justice internationale a dit que le dossier est vide. Malgré ça, on ramène ça encore à la criette pour le condamner à 20 ans. Alors, c'est ainsi que on a voté la résolution pour nous envoyer devant la haute cour de justice. Et là encore, c'est ça qui a fait que, je vous ai dit que les cadres du ministère de l'Agriculture qui étaient en prison ont été libérés sans jugement, parce qu'ils ont accepté d'accompagner le régime. C'est ainsi que vous allez comprendre ce qui va se passer par la suite avec les collègues qui sont restés, parce qu'aujourd'hui, dans ce dossier, finalement, maintenant, dehors, dans le cas du coton, il y a moi, Denotin, et il y a le ministre Fatouma, et le ministre Kodjo, dont l'autorisation de poursuite a été voté, alors qu'il même n'a pas encore levé son immunité. Lui, c'est dans le cadre des fonds au niveau du ministère ministère de l'Intérieur, dit-on. Donc, nous sommes les 3 maintenant, à part le Mikomi, qui sommes encore dehors, parce que nous avons refusé de nous soumettre. Donc, Komi est dehors, je suis dehors, Simplice est dehors, Fatma est dehors. Mais dans le cadre du coton, c'est Fatma et moi, donc tous les restes sont libérés. Et les nôtres, qui sont donc de FCBE, ont également adhéré, ils sont partis. Et voilà, donc ce que le Bénin est devenu sous la rupture. Alors, les autres collègues députés de l'opposition, dont certains, le dossier a été levé, d'autres, le processus était en cours, ceux-là également ont accepté, pour être restés en paix, ont accepté négocier, et puis avec à coût de dizaines de millions, on les a démarchés, on les a négociés, et ils ont accepté. Ils ont accepté vendre partie force courir pour un Bénin émergent
que je dirigeais en tant que secrétaire exécutif national élu à Parakou. Donc, ils ont accepté de vendre ce parti, ce qui a justifié leur participation au fameux dialogue politique qui n'en était pas un. Et vous savez bien tout ce qui a suivi après. Là, on a profité pour régler réviser la Constitution de façon nocturne. On a profité pour réviser le code électoral, l'achat des partis politiques, tout ça là. Donc ceux-là ont vendu le parti. Et désormais, FCBE est devenu un parti qui est dans le giron de la mouvance présidentielle, mais qu'on essaie de maquiller sous le couvert d'opposition, c'est-à-dire une opposition fabriquée. Et la suite, tout le monde le sait. Alors, ils sont allés aux élections communales, ils participent à tout. C'est désormais la presse gouvernementale qui fait leur promotion, drôle d'opposition. Alors, donc ceux-là, ayant accepté donc le deal, ils ont été aussi libérés. Donc ce dossier coton est enterré. Jamais la Haute Cour de justice, parce que j'ai été un ancien ministre, n'a connu de ce dossier. Et pour que la Haute Cour de justice ne connaisse pas de ce dossier, c'est là où le ministre de la Justice a pris, par une lettre, a saisi le procureur spécial de la Criette pour prendre ce dossier en charge. Et c'est cette lettre qui est publiée sur les réseaux sociaux. On m'a contraint à rester en France alors que j'étais venu ici en septembre 2018 pour rentrer le 12 octobre 2018 afin de prendre part à la session budgétaire à l'Assemblée nationale. Le lendemain, donc le jour où je posais pied ici, on allait me déposer une convocation de l'Office contre la cybercriminalité. Et voilà, c'est parti. Et finalement, on me condamne en 2 ans. Parce que je ne peux pas être libre comme tout le monde, comme citoyen béninois, et m'exprimer. Il faut coûte que coûte qu'on arrive aussi à m'embaillonner, à m'empêcher de parler, et qu'on doit me soumettre. Mais je suis né libre. Je suis né libre. On ne peut pas m'empêcher d'exprimer mon opinion. Alors, chers amis, qu'est-ce que je peux vous dire en plus? Donc, c'est comme ça que ce dossier également a été enterré, parce que les collègues dont les immunités ont été levées comme moi, ont rejoint, ont vendu le parti, sont partis. Donc, aujourd'hui, dans le cadre de cette levée d'immunité, je suis le seul qui reste. S'il y a un autre collègue qui était également visé par la levée d'immunité et qui ne s'est pas rendu et qui est obligé d'être à l'étranger, c'est mon cher ami, mon frère, Kodjo Simplice. Maintenant, la lutte contre la corruption. Je vous ai dit que c'est de la chimère. C'est de la chimère dans la mesure où je vous cite quelques dossiers seulement, parce qu'il y en a tellement que je ne peux pas tout citer, qui prouvent à suffisance que ce régime n'a aucun objectif, n'a jamais eu la volonté de lutter contre la corruption. On sait, tous ceux qui avaient été interdits de marché public, qui sont des beaux-frères, qui sont des parents, c'est eux qui sont aujourd'hui les chefs de marché public dans l'administration béninoise. Et je peux vous citer pêle-mêle quelques marchés, quelques dossiers connus de tout le monde. Il y a le marché de moto, acheté à prix d'or par le ministère du cadre de vie. Ce dossier connu de tout le monde, curieusement, a été classé sans suite. Vous avez le dossier détournement de plusieurs milliards par le régisseur de la Direction générale des impôts. Ils ont organisé eux-mêmes sa fuite pour aller le cacher quelque part, pour se partager les sous. Ni le directeur général, ni le directeur général adjoint, l'administration fiscale, personne n'a été inquiété. Et la Criette se permet, comme dans le dossier moto du ministère de cadre de vie, se permet également de classer ce dossier. Incroyable. Qu'est-ce qui se passe au Bénin? Voilà la lutte contre la corruption. Est-ce que je vais oublier de vous citer également la vente de domaine public par le préfet du littoral? Vente en complicité avec son ministre de tutelle, le ministre chargé de la décentralisation, le ministre Dassi, qu'il a assumé, parce qu'il a reconnu, qu'il a informé. On n'a rien fait au ministre. Le préfet, on l'a mis en prison quelques jours, et après, on a dit qu'il est malade, on a envoyé rester à l'hôtel, je ne sais pas si c'est au Maroc, je ne sais même plus où, et puis finalement, il est en train de pavaner en ville. Vous avez les dossiers de surfacturation, d'ambulance au niveau du ministère de la Santé. Non seulement ça a été surfacturé, mais toutes les ambulances n'ont même pas été livrées. Et récemment, la structure chargée de lutte contre la corruption, le responsable est venu encore à charge pour pouvoir donner encore des clarifications.
Récemment, nous avons eu droit également à la disparition du régisseur de Côte Lépi, qui a disparu avec quelques millions, dont on n'est même pas en mesure de nous dire aujourd'hui le montant. Les marchés de gré à gré avec surfacturation. Est-ce que je vais oublier ça? Les marchés d'affâtage qui, a priori, sont les petites réalisations visibles aujourd'hui, c'est des surfacturations sans nom. Et c'est ça qu'on agite partout, asphaltage, on est en train de travailler. Prenez tout ce qu'on a fait comme asphaltage et dites-moi si ça peut même faire le nombre de kilomètres entre Godomé et Boycon, sous le régime Yaïbouni. Et pourtant, on nous rabâche les oreilles, on ne peut plus entendre par rapport à ça. Les salaires politiques, jusqu'à l'heure où je vous parle, personne, aucun Béninois ne connaît le salaire que gagne le président de la République, le salaire que gagnent les ministres de la République. En tant que député, j'ai posé la question au gouvernement, ça n'a jamais été répondu. Tout est dans l'opacité totale. Pourtant, c'est le peuple souverain qui est contributeur, qui est contribuable, mais le peuple ne connaît pas, l'Assemblée nationale ne connaît pas. Mais pendant ce temps, d'honnêtes hommes croupissent en prison. Je vais citer entre autres M. Météon, qui a été un syndicaliste reconnu de tout le monde, redoutable sous notre régime. C'est ceux-là qui prenaient la direction de toutes les grèves que vous connaissez. Mais il a fait campagne même pour le candidat Talon. Mais il est venu, il est passé par un supposé dossier de placement d'argent pour dire qu'il a eu pot de vin. Celui qu'on disait l'avoir corrompu dit qu'il n'a jamais remis l'argent. Pourtant, il coupille parce que s'il était en liberté, il va dénoncer toute la magouille qui s'organise aujourd'hui au ministère des Finances. Il est là, il est en prison. Il y a beaucoup d'autres personnes qui sont en prison. Vous voyez? Alors, on a contraint certains citoyens à s'exiler et on a bloqué d'autres à l'étranger comme moi. Et voilà, c'est comme ça que le Bénin est désormais géré. Autre fait, rapidement, que je peux vous dire, c'est des éliminations physiques et les meurtres perpétrés qui n'ont jamais été élucidés. Je vous donne quelques exemples. Il y a les fidèles de Dago, de la religion dite de Banamé, qui, par des pratiques, je ne sais pas, comment j'allais dire même, c'est passé des rituels, des cérémonies, ont été asphyxiés par Dago. Ça n'a jamais été clarifié, simplement parce que Dago, par fait, se dit père du président Talon. Cette allégation n'a jamais été contestée publiquement et officiellement. Vous avez les tueries de mai à Kadjeon, à Kandi, à Savé, à Tcharou, un peu partout, avec des dizaines de morts. On n'a jamais élucidé. La dame Prudence, qu'on a battu froidement, et beaucoup d'autres. On a même confisqué les corps. On a créé même des fausses communes pour aller enterrer les gens, tout ça, certains, qu'on a tué. Vous avez la tuerie de l'étudiant Diako sur le campus de Dabomey-Calavi. Vous voyez ça. Vous voyez. Vous avez des enlèvements, des éliminations quasi quotidiennes de centaines de policiers. Après, on va dire oui, ils ont abandonné leur poste et puis on va rapidement les enterrer, ou bien on essaie donc d'organiser un truc de lutte contre la délinquance et puis on les envoie, on les tue et voilà. Est-ce que je vais oublier un aspect important de cette gouvernance? L'envoûtement. L'envoûtement. Et les sacrifices humains. Il y a quelque chose, même nos responsables religieux ne prêtent pas attention. Vous aurez dû constater que avant, pendant et après les dernières élections communales de 2020, nous avons connu une trentaine de morts, exclusivement dans le camp des candidats ou des élus communaux. Ça a commencé quelque part dans Avrancourt, quelque part là-bas, et puis dans l'Uémé, et puis c'est descendu dans tous les départements, c'est allé au nord, c'est venu au centre, ça continue. Et c'est rien que ceux qui étaient candidats pour aller aux élections communales. Jusqu'à la veille, on avait comptabilisé 19. Le jour des élections, il y a eu 21 personnes. Et après ça, maintenant, il y a des morts qui continuent, des CA par-ci, des CA par-là, etc. Des gens, des mères qui sont gravement malades. C'est des sacrifices humains. Ce sont des envoûtements.
C'est-à-dire ce pouvoir est assis sur des pratiques occultes. Et à ce niveau, je voudrais interpeller nos responsables religieux, toutes confessions confondues, pour leur dire, il est écrit quelque part, mais que c'est-il à un homme de gagner le monde entier si personne n'a? Il n'y a plus de personnes morales dans notre nation. Tous les responsables religieux ont démissionné parce que l'argent est devenu maître. On achète tout. Et tous ceux qui refusent d'être achetés, ils sont persécutés. Alors voilà, donc il faudrait que les gens commencent à réfléchir sur ce sujet. Comment on peut justifier ça? Qu'une trentaine de personnes puissent mourir, ceux qui ont été candidats, ceux qui ont été élus, exclusivement eux. Ce qu'on n'a jamais connu au Bénin. Et ça n'interpelle personne. Et ce sont ces choses que nous dénonçons. C'est ça qui nous crée tous les années que nous avons. Mais l'économie béninoise, vous m'avez demandé de parler de l'économie béninoise. Est-ce qu'il y a encore une économie au Bénin? Tout est par terre. La plupart des grands hommes d'affaires connus au Bénin, tels que les Rodriguez, on a arraché de force son usine de coton qui est à Kandi, on a arraché de force son hôtel qui est à Cotonou, et on se sert de la justice pour dire oui, voilà, c'est la justice qui a ordonné la vente, tout ça, on s'en approprie, comme si on va durer éternellement. Et vous avez notre compatriote à Djavon, qui était venu 3e lors de la dernière présidentielle, et qui a appelé à voter Talon, qu'on a persécuté avec les dossiers comment vous appelez ça, de drogue, qui aussi est venu en France et on l'a bloqué. On l'a condamné à 20 ans. Vous avez récemment notre compatriote Adjovi Séverin, voilà, qu'on a condamné, je ne sais pas si à 7 ans, je ne sais plus combien. Vous avez les Sachivi, à part tous ceux qui sont hommes d'affaires, qui peuvent contribuer au développement économique de la nation, qui payent beaucoup d'impôts, qui créent beaucoup d'emplois. On les a contraints à fermer pour que l'on puisse s'approprier le secteur. Mais est-ce que je vais oublier à Tao? Parce qu'on a voulu s'approprier le secteur pharmaceutique, on a pris à Tao et on a arrêté tous les directeurs généraux, les grossistes pharmaceutiques au Bénin. Tous, on les a arrêtés. Il y a un même qui a rendu l'âme, qui est mort finalement. Et aujourd'hui, on est dans tout. On a pris tous les secteurs vitaux de l'économie. C'est la même personne qui est dans le coton, qui est au port, qui est à l'aéroport, qui est dans les produits pétroliers, dans les produits pharmaceutiques, dans les produits surgelés, dans l'eau, dans l'électricité, dans tout. Notre port est confié à des étrangers, l'électricité est confiée à des étrangers, à un paradis qui a amené l'enfer. Vous avez l'eau. Qu'est-ce qui reste encore aujourd'hui? C'est la déconfiture. Et la cerise sur le gâteau, c'est la fermeture de la frontière du Nigeria. Le Nigeria est un puissant pays en Afrique. Le Nigeria, c'est notre voisin immédiat. L'économie du Bénin ne peut pas prospérer sans l'économie nigériane. Mais pas notre maladresse, pas notre gourmandise, pas notre manque de respect aux autorités étrangères, par une diplomatie inexistante, approximative. Voilà, le Nigeria a fermé ses frontières depuis des mois et c'est encore là. Alors, est-ce que je vais oublier de parler également désormais dans notre pays, ce que je vais appeler la nomination au poste électif. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, il n'y a pas eu de vote. On a nommé des députés. Au niveau des communes, il y a eu les élections fabriquées, controversées, les élections communales controversées. Mais les maires ont été également nommés. On a choisi le mot désigné. On s'est mis à les élire, mais rapidement on s'est rendu compte que bon, on ne peut pas avoir ce qu'on veut. Et on a couru pour aller fabriquer encore une loi à l'Assemblée pour venir encore les nommer. Vous voyez ça. Et ça continue. Il y a le vote des lois drones. On vote une loi aujourd'hui, demain on change. Depuis qu'ils sont là, on a déjà voté plus de 4 lois électorales. Ça, le code électoral. On vote, on revote, on revote. Il y a à peine une dizaine de jours, on a révisé les lois par rapport aux policiers, par rapport aux eaux et forêts, par rapport à la douane, par rapport à l'armée. Mais déjà encore, l'Assemblée s'est réunie pour réviser cette loi qu'on a révisée il y a à peine 10 jours. Voilà comment le Bénin est aujourd'hui dirigé. C'est triste, c'est une honte. C'est dommage. Et voilà. Il y a les emprisonnements, tous azimuts. Vous avez plein de citoyens qui sont en prison, qui coupent les jeunes, parce que simplement ils ont écrit sur les réseaux sociaux, parce qu'on a fabriqué quelque chose qu'on appelle code numérique. On s'en sert
Vous avez le code pénal où les gens ne peuvent plus faire de manifestations, on ne peut pas contester. Ça vous plaît, on vous dit, vous allez en souffrir, vous ne pouvez rien faire. Voilà, c'est un chef d'État qui parle comme ça, comme un vulgaire. Comme un président va s'adresser à son peuple comme ça. Vous allez en souffrir, mais vous ne pouvez rien faire. Et voilà ce à quoi nous assistons. Il y a la fermeture de tout ce qui est télévision privée, tout ce qui est radio privée, tout ce qui est journaux privés, qui défendent la liberté de presse et d'opinion. Alors, vous avez des licenciements massifs dans les entreprises publiques et privées, avec leur cortège de milliards, parce qu'il y a le chômage. Vous avez la destruction des petits emplois par l'opération de déguerpissement qu'on a inventée, et dont le préfet Togla a été le grand champion. Mais voilà, il a suivi ce qu'il a suivi. Il y a ce mépris vis-à-vis des anciens présidents. N'oubliez pas que le président Soglo et son épouse, le président Yahya Boni, ils ont été gazés au marché d'Antokpa. Si le but était, leur garde du corps les aurait tabassés parce qu'ils demandaient qu'il y ait une élection, des élections législatives inclusives, des élections législatives sans discrimination, sans exclusion. Et après, vous savez très bien que le président Eboni a été enfermé dans sa maison pendant 52 jours. Le président Kérékou, on a sorti cette affaire, Seigneur Jésus-Christ, et on a pris son domaine privé, qu'on a détruit, sous prétexte qu'on veut faire un jardin Mathieu Kérékou. Après, on a fait ça, après avoir pris le domaine du ministère des Affaires étrangères, qu'on a annexé à sa propre maison. Et c'est le président Kérékou qui a dirigé le Bénin pendant 27 ans, mais pendant 28 ans. C'est lui, c'est sa mémoire qu'on est en train de bafouer ainsi. Est-ce qu'on peut faire ça? Et vous avez notre diplomatie, et qui est une diplomatie, je ne sais pas comment je vais qualifier ça. On a fermé une vingtaine d'ambassades et d'institutions consulaires du Bénin à travers le monde. Il y a l'isolement diplomatique, la frontière du Nigeria, j'en ai parlé tout à l'heure. Notre voisin inséparable du Nigeria s'est fermé depuis là. Et vous avez le recours inquiétant et monstrueux au marché financier avec un endettement colossal. Tous les mois, toutes les quinzaines, on fait appel aux emprunts sur le marché. Et Dieu seul sait où va l'argent là. À part les salaires, qui sont des charges de souveraineté qu'on n'arrive même pas à payer, il faut faire recours aux emprunts. Qu'est-ce qu'on fait avec le reste? On rapatrie le reste de l'argent ailleurs. Voilà. La seule parole que le président Patrice Talon a tenue en 4 ans ou 5 ans bientôt, c'est le fait de dire que dans les petits pays, qui est ce qui est devenu son postulat comme de tout le monde, dans les petits pays, ça là, il a tenu une parole par rapport à ça. Et c'est ça la réalisation la plus parfaite, la plus remarquable, que pour être réélu, il faut soumettre tout le monde. Quand tous les députés sont soumis, ils sont à vos soldes. Aujourd'hui là, 83 députés moins 1, 82, sur 82 députés, à sa botte. Quand tous les maires sont complètement humiliés, ils sont à vos soldes. Aujourd'hui, là, les 77 maires, quand les opérateurs économiques, les hommes d'affaires sont fragilisés, ils vous craignent. Je vous ai parlé tout à l'heure de Tiveran Doubi, de Rodriguez, de Adjabon, d'un certain nombre de personnes. Voilà, il les a tous détruits, effectivement. Ils sont tous maintenant, soit ils sont hors du pays, ou ils sont dans le pays, ils ne parlent plus, ils se taisent. Les Atao, députés en exercice, on l'a tapé, on l'a bossé, on l'a dit qu'il est devenu fou. Et on l'a contraint à quitter le pays. Personne ne sait parce qu'on lui a dit si jamais tu fais conseil là où tu es mort. Voilà, et que nous sommes devenus. Et voilà, donc lorsque vous faites tout ça là, vous avez beau être mauvais. Il a dit, monsieur le journaliste, mais ne soyez pas sourd à ce que je dis. Si vous faites tout ça, quand vous soumettez tout le monde, vous avez beau être mauvais, vous serez réélu. Et alors, quand je vois tout ça, il me plaît, avant de conclure cet entretien, de vous dire que tout ça, c'est humain. C'est l'homme qui a parlé. C'est l'homme qui a parlé et je voudrais vous faire part de quelques passages inspirés de la parole de vie qui dit quand les justes, et c'est ce qui se passe aujourd'hui au Bénin. Ce qui se passe aujourd'hui au Bénin, c'est l'expression évidente de ce que nous vivons aujourd'hui au Bénin. Et parce qu'on pense que oui, on a tout fait. Et certains disent oui, le boulevard pour 2021, c'est ouvert. Bah, voilà. Mais ils ont oublié d'ajouter quelque chose. Même celui qui a dit que quand on aura soumis tout le monde, on a beau être mauvais, on peut être élu président, il a oublié quelque chose. Ce qu'il a oublié, c'est la parole de vie qui nous le dit. Et c'est dans
Proverbe 19, verset 21, qui dit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Qui aurait pu s'imaginer que à travers le monde, on aurait connu quelque chose qu'on va appeler Covid-19, qui, dans toutes les puissances de ce monde, avec les armes les plus destructives, on n'a pas pu maîtriser. Jusqu'à présent, ça continue de faire parler de lui. Qui pourrait s'imaginer, dans un pays que je ne veux pas nommer, qu'on a déjà tout planifié, on a déjà désigné son remplaçant, et qui, subitement, la maladie, la mort, se sont invités dans la scène. Dans un autre pays, aussi de dictature innommée, qu'après avoir fait 3 mandats, on n'a pas pu terminer ça. C'est seul Dieu qui est maître de tout. Et vous savez, il y a également un autre passage que j'aime beaucoup, et je voudrais que ceux qui pensent qu'ils ont déjà tout fait, ils ont déjà soumis tout le monde, ils ont déjà terrorisé tout le monde, ils ont déjà un boulevard devant eux, et que je les invite, même si la Bible qu'on leur a donnée ne sert à rien, qu'ils aillent chercher cette Bible-là, et qu'ils la lisent, et qu'ils lisent Jacques 4, 13 à 14. Jacques 4, 13 à 14, qui nous dit, à vous maintenant, qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Voilà ce que nous dit la parole. Alors pour résumer globalement la gouvernance que nous avons aujourd'hui au Bénin, et je vais également vous faire part de quelques passages. C'est dans Proverbe 29, verset 2 qui dit, quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Quand le méchant domine, le peuple gémit. Quand le méchant domine, le peuple gémit. Et c'est ça ce qui est aujourd'hui en cours au Bénin. Parce qu'un méchant est en train de dominer, tout le peuple gémit. La misère galopante, les gens pleurent. J'ai lu il y a quelques jours qu'il y a des gens qu'on a mis en prison. Des gens, certains ont perdu leurs femmes, certains ont perdu leurs enfants. Mais voilà, ils ne peuvent même pas sortir. Je connais même un Béninois qui est très fort dans la science en créant des médicaments contre le palu, contre certaines choses, qui, au retour d'un pays africain, est venu, il est là, on l'a gardé, et puis même, il a perdu sa maman, il n'a même pas pu le voir, tout cela. Est-ce que c'est humain? Ouais, des gens sans cœur, ni foi, ni loi. Voilà ce que nous apprendre la session aujourd'hui. Et est-ce que je vais m'empêcher de vous donner encore l'étude d'autres choses qui dit, quand les justes triomphent, c'est une grande gloire. Quand les justes triomphent, c'est une grande gloire. Quand les méchants s'élèvent, chacun se cache. Quand les méchants se lèvent, les justes se cachent. Quand les méchants s'élèvent, chacun se cache. Et voilà. C'est les méchants qui s'élèvent aujourd'hui et chacun se cache. C'est ce qui se passe au Bénin. Les gens ne peuvent plus parler. Les gens ne peuvent plus rien dire. C'est la trouille. Mais il y a plus fort. C'est l'Éternel. Et dans tout ça, je voudrais adresser à mes compatriotes un passage d'espoir. Tout n'est pas perdu. Parce que c'est Dieu qui a créé le Bénin. Et Dieu qui a créé le Bénin pour la paix, la prospérité. Dieu qui a créé le Bénin, l'a créé pour être aimé, pour que les gens puissent prospérer. Et c'est pour ça que mon message, après d'avoir invité les responsables des confessions religieuses à venir à leur mission traditionnelle, c'est d'être des personnes morales qui assurent la paix dans la cité et non des gens qui courent après l'argent pour avoir leur bouche fermée. Parce qu'on dit, lorsque le roi accepte les présidents, c'est fini, il devient mieux, il ne peut plus rien dire. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Tout le monde se laisse acheter. Les quelques-uns qui refusent sont persécutés. Donc, j'invite alors ces responsables à la sagesse pour qu'ils fassent. Et c'est pour ça que je dis, j'envoie un message d'espoir à l'orée du deuxième anniversaire de la levée de mon immunité parlementaire. J'envoie un message d'espoir au peuple meurtri, au peuple qui voit tous les chemins bouchés devant lui, que le message d'espoir se trouve dans Jérémie chapitre 29, verset 11.
Et Dieu nous dit ceci. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Peuple béninois, Dieu vous dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dit l'Éternel. Lui, il est sans fin. Projet de paix et non de malheur. Projet de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. L'avenir et l'espérance. Peuple béninois. C'est encore possible. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. 2 ans, mon immunité a été levée, on m'a bloqué à l'étranger, mais je suis sans rancœur. J'ai confiance en Dieu, j'ai foi, j'ai l'espérance. Demain sera meilleur. Demain, le Bénin sera libéré. Gardez confiance, gardez espoir, gardez foi. Je vous remercie. Soyez bénis.